Là qu'aujourd'hui on a la chance d'accueillir le docteur Brigitte Letombe, qui est experte sur le sujet de la ménopause et qui va nous parler pendant 1 heure et demie à peu près de ce sujet-là, sur tous les enjeux que ça peut avoir pour la femme. On sait qu'aujourd'hui, en France, c'est un réel enjeu de santé publique, hein. On a 17 millions de femmes qui ont plus de 45 ans et qui sont concernées en France. Et environ 20 à 25 d'entre elles souffrent de troubles, sévères, liés à cet état. C'est pas, un sujet qui est encore, je trouve, suffisamment maîtrisé par la population médicale, hein. Il y a une certaine méconnaissance, voire un inconfort, de la part des soignants pour en parler ou en tout cas pour proposer des réponses, et des solutions concrètes, hein. Sans parler de tout ce qui peut être aussi tabou, hein, pour la femme qui le rapport, on sait, ce problème, est souvent signe de tabou, d'anxiété, d'inconfort et donc qui est pas forcément facile à aborder pour elles. Ça a des répercussions énormes, hein, sur leur qualité de vie et malgré tout, il y a peu, de choses concrètes qui sont mis en place, hein. Les traitements hormonaux substitutifs ont été, très décriés dans les années 2000. Pourtant, on sait qu'aujourd'hui les choses ont un peu changé et l'état des connaissances a évolué. Pourtant, les pratiques restent, assez ancrées. Donc il y a un réel besoin d'informer la population médicale, à ces informations, à cette mise à jour. C'est aussi un sujet d'actualité parce qu'on a, eu, il y a quelques semaines, un rapport, assez complet de 350 pages, hein, du député, Rist en avril dernier, donc sur la ménopause et sur tout ce qu'il y a à mettre en place en France, hein, qui remet vraiment cet enjeu de santé publique, dans la liste des priorités, de santé publique en France. Donc c'est dans ce cadre un petit peu général là où qu'aujourd'hui on aborde le sujet. Donc j'ai assez parlé, je laisse la main, à Brigitte Letombe. Je te laisse te présenter, et Oui, commencer la présentation. merci beaucoup pour cette introduction qui est parfaite, hein. J'abonde vraiment dans tout ce qui vient d'être dit. Je suis gynécologue médicale, je fais partie du bureau de la Société française de ménopause, le GMV. Vous le voyez là sur cette diapositive. Et puis vous avez une petite photo de notre présidente qui est Florence Trémolière. Et j'ai repris ce qu'elle a pu dire dans une interview. C'est vraiment le moment, cette ménopause, de repérer ce qui peut nuire à sa santé tout de suite, là, avec l'altération de la qualité de vie dont on a déjà parlé, et aussi plus tard, avec les risques de la carence œstrogénique sur le plan et cardiovasculaire et osseux, voire neurocognitif. Alors, je vais vous parler de ménopause, bien sûr, et de périménopause. Bon, quelques chiffres, mais vous l'avez déjà dit. Donc, 17 millions de femmes ménopausées, hein, de plus de 40, enfin, on dit plus de 45 ans, donc on sait que l'âge moyen de la ménopause, c'est à peu près 51 ans, hein. Certaines femmes seront ménopausées à 48 et d'autres à 55. En tout cas, il y a plus de 500 000 femmes qui entrent en période ménopausique par an. Et puis, avec l'allongement de l'espérance de vie, on a pour les femmes plus d'un tiers de notre vie qui est vécue en carence œstrogénique, avec les risques de cette carence œstrogénique. Et ce qui est important, si l'on accepte de vieillir, c'est de vieillir dans de bonnes conditions, avec si possible pas de séquelles après une fracture grave ou un accident vasculaire cérébral. Donc c'est important de prendre en charge cette période du fait de l'altération de la qualité de vie, mais aussi de prévoir ce qu'il pourrait arriver sur le plan carcinologique, cardiovasculaire, osseux et pouvoir le prévenir. Alors, le diagnostic de ménopause, j'aime bien commencer par cela, c'est vraiment un diagnostic clinique. Et le diagnostic clinique, c'est 12 mois d'arrêt de menstruation dans une période de ménopause, bien sûr, après 45 ans, avec souvent une symptomatologie qui s'y associe, hein, pour la plupart des femmes, on va le voir. Et ça n'est pas des dosages hormonaux à effectuer. Il faut bien savoir, beaucoup de femmes demandent des dosages hormonaux, que si vous faites des dosages hormonaux alors que vous êtes en périménopause, quand vous serez dans la période où il n'y aura pas de fonction ovarienne, vous aurez des dosages hormonaux de ménopause. Et puis, 1 mois ou 2 plus tard, vous aurez de nouveau des menstruations qui vont peut-être reprendre de façon mensuelle pendant plusieurs mois. Donc, pas de dosage hormonal chez une femme qui a un utérus pour faire un diagnostic de ménopause.
Alors, il faut bien dire que c'est 1 an d'absence de règles dans la tranche ménopausique. C'est sûr qu'une femme qui a 38 ans et qui a une absence de règles de plus d'1 an, on ne va pas s'arrêter comme cela en disant c'est de la ménopause. On va faire à ce moment-là un bilan hormonal. Évidemment, pour les femmes qui ont une hystérectomie ou qui sont porteuses d'un Mirena, elles n'ont plus de menstruation. Et donc, évidemment, quand je dis que le diagnostic il est clinique et que c'est une aménorrhée, chez ces femmes-là, on pourrait envisager la pratique de dosages hormonaux. Il faut des dosages hormonaux, vous voyez, répétés, une FSH de plus de 40, un œstradiol de moins de 20 picogrammes pour pouvoir dire que la ménopause est installée. Encore que, chez une femme qui a un Mirena ou une hystérectomie, c'est surtout la symptomatologie qui va nous montrer s'il existe encore une imprégnation œstrogénique ou pas. Alors, il faut bien avoir à l'esprit que cette ménopause, elle ne s'installe pas de façon rapide. Certaines femmes vont vous dire, bon, écoutez, ça s'est très bien passé, tout à coup, j'ai plus de règles et je n'ai pas de soucis. Mais beaucoup de femmes, la plupart des femmes, auront cette période de périménopause qui peut durer plusieurs années. Et cette périménopause, ça correspond à une fatigabilité ovarienne. Donc, au début, alors ça peut être dans les 3-4 ans qui vont précéder l'arrêt total de la fonction ovarienne, au début, on va être dans des phases plutôt hyper-œstrogéniques. C'est-à-dire que ce sont des ovaires qui vont fonctionner, il va y avoir une sécrétion en œstrogène, mais une dysovulation, on va avoir des kystes fonctionnels, trop d'œstrogène, pas de sécrétion de progestérone, parfois des cycles allongés ou plus courts avec des règles qui vont être plus abondantes puisque l'endomètre sera plus épaissi. Et puis, on aura tous ces signes d'hyperœstrogénie, un syndrome prémenstruel, des mastodinies, un gonflement, de l'irritabilité. Et puis après, on arrivera dans la période qui est plutôt hypoœstrogénique, quand les ovaires vont commencer à vraiment se fatiguer. On va avoir des cycles qui vont être beaucoup plus longs, de 2 à 3 mois, avec des signes de ménopause. Et puis, comme il y aura quand même une petite sécrétion œstrogénique, on va finir par avoir des règles. Et donc, c'est la période la plus difficile à vivre parce que les femmes vont vivre parfois en hyperœstrogénie, parfois en hypo. C'est des véritables montagnes russes et c'est souvent une période difficile à gérer. Il faut savoir aussi que, bien sûr, les signes d'hypoœstrogénie, donc les bouffées vasomotrices et même le début de la perte osseuse, ça peut commencer avant une ménopause installée. Donc, la ménopause, c'est bien une absence de règles de plus d'1 an. Il faut évidemment informer les femmes, expliquer ce que c'est qu'une ménopause, c'est-à-dire que les ovaires s'arrêtent de fonctionner, il n'y a plus d'ovulation, donc plus de risque de grossesse, mais aussi il y a un arrêt de la fonction endocrine, donc plus d'œstradiol, plus de progestérone, et c'est la carence en œstradiol qui va être responsable de l'altération de la qualité de vie. L'altération de la qualité de vie, ça peut être énormément de choses. Beaucoup de femmes ont à l'esprit les bouffées vasomotrices, les sueurs nocturnes, mais on n'a pas obligatoirement tout cela. On peut avoir simplement des troubles de l'humeur, on peut avoir beaucoup plus de migraines, on peut avoir des pertes de mémoire, ce qu'on appelle le brain fog, on peut avoir des douleurs articulaires et bien sûr très rapidement une sécheresse vulvo-vaginale, voire des troubles urinaires. Donc, il faut savoir interroger sur tous ces signes-là et pas simplement interroger les femmes sur la symptomatologie vasomotrice. Et bien sûr, tous ces symptômes, s'ils se surajoutent, ils peuvent être responsables d'une répercussion sur la vie personnelle, sur la vie relationnelle conjugale, voire socio-professionnelle. De plus en plus, on fait de l'information dans le cadre professionnel. Donc ça, c'est la carence là, œstrogénique à l'installation de la ménopause, mais cette carence œstrogénique, elle va être responsable peut-être de pathologies chroniques, c'est-à-dire des pathologies cardiovasculaires, des pathologies osseuses, l'ostéoporose bien sûr, et neurocognitives. Il faut, quand vous rencontrez une femme dans cette tranche de vie, bien sûr laisser la femme s'exprimer sur son vécu, sur ses craintes, sur ses a priori. Il faut avoir le temps. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que ça demande vraiment une consultation longue. Il faut surtout dédramatiser. On est quand même au XXIe siècle et c'est dramatique. Dans un siècle où encore cette ménopause est tabou, on voit bien qu'on commence à en parler depuis 2024. On commence à nommer tout cela, on commence à évoquer ce que c'est que la carence œstrogénique, on commence à évoquer les possibilités thérapeutiques. C'est un peu tardif, alors que les possibilités de prise en charge thérapeutique, elles ont plus de 50 ans. Donc, il faut dédramatiser parce que toutes les femmes ne vont pas toutes avoir des symptômes, ne vont pas toutes avoir des pathologies chroniques, mais il faut quand même expliciter ce que ça peut signifier.
Et puis, il y a des femmes qui vont aller très, très bien, hein, qui vont dire, bah, écoutez, moi, ma ménopause, ça s'est très bien passé, je n'ai plus besoin de contraception, je n'ai plus à vivre ces irrégularités menstruelles, ces règles qui étaient ménorragiques, et c'est très bien, et qui ne vont pas avoir de symptômes. Donc, on va dire qu'il y a une femme sur 4 qui n'aura pas de symptômes, qui sera ravie, et puis 3 femmes sur 4, on va le voir, qui vont avoir des symptômes et qui vont éventuellement s'en plaindre, en sachant que beaucoup de femmes ne se plaignent pas, même en consultation, si vous ne posez pas la question. Il n'y a pas toujours des femmes qui vont venir vous dire « je souffre de ceci ou de cela », d'autant qu'à part la symptomatologie vasomotrice, elles ne pensent pas que, par exemple, leur trouble dépressif, ça peut être en rapport avec une installation de ménopause, avec un problème hormonal, et qu'elles peuvent penser, ben voilà, je vieillis et c'est le fait de vivre ma cinquantaine qui fait que je suis dépressive. C'est vraiment une période critique pour les femmes, hein. C'est vrai que la femme a une cyclicité depuis ses premières règles de façon mensuelle. Elle a l'habitude de variations hormonales et puis elle sait qu'à l'installation de la ménopause, il va y avoir une perte de la fertilité. C'est quelque chose qui peut être problématique. Toutes les femmes n'ont pas leur compte d'enfant quand elles arrivent à 50 ans et souvent d'ailleurs, quand elles arrivent à 50 ans, elles ont toujours un dernier enfant qu'elles n'ont pas fait. Donc, c'est toujours quelque chose qu'il faut évoquer et que dont les femmes vont vous parler. Et c'est parfois difficile pour les femmes d'admettre qu'elles arrivent dans cette tranche de vie. Hein, c'est toujours facile de dire ben, « moi, je ne veux plus d'enfants », mais quand on sait qu'on ne peut plus en avoir, ça peut être problématique. Et c'est un moment où les femmes, justement, vont se dire « bon, ben là, c'est le moment ou jamais. Hein, je suis dans une tranche de vie, c'est le début de la fin. » Elles peuvent le vivre comme ça. Donc, il faut bien positiver le fait que bah, c'est quelque chose de positif que de ne pas avoir à vivre tout ça, bien sûr, quand on a son compte d'enfant, et que c'est le moment de s'intéresser à soi, de vraiment s'occuper de soi. Donc, il faut informer et dédramatiser, et on verra, il faudra peut-être traiter. Donc, l'installation de la ménopause, au tout début, bien sûr, à la cinquantaine, il y a les troubles de climatéaire, et je vous ai dit, ça peut commencer avant même une ménopause installée. Il y a les troubles génito-urinaires dont on ne parle pas assez en consultation et que les femmes vous évoqueront pas, peut-être leurs difficultés sexuelles et leurs problèmes de continence urinaire, donc il faut poser la question. Et puis ultérieurement, il y a les pathologies graves que sont l'ostéoporose, l'athérosclérose et les troubles neurocognitifs. Donc à court terme, le climatéaire, bien sûr. À moyen terme, il peut y avoir une modification de poids, mais on va le voir, la modification de poids, ce n'est pas simplement du fait de la carence œstrogénique, c'est quelque chose qui commence même avant l'installation de la ménopause. Il peut y avoir le syndrome génito-urinaire de la ménopause, la carence œstrogénique au niveau vulvaire, vaginal, urétral et vésical, des débuts de perte osseuse, et puis au long cours, je vous l'ai déjà dit, les troubles, les pathologies graves. À court terme, surtout, le syndrome climatérique, c'est le symptôme vasomoteur, les sueurs nocturnes, les bouffées vasomotrices, mais c'est aussi les troubles de l'humeur. Et il faut avoir à l'esprit que certaines femmes sont très sensibles aux variations hormonales. Ces femmes qui ont eu beaucoup de syndromes prémenstruels, ces femmes qui disent « moi, je n'ai pas bien supporté la pilule, je l'ai arrêtée parce que j'étais un peu dépressive ». Ces femmes qui ont eu un syndrome, vraiment un postpartum gloom plus marqué, même une petite dépression du postpartum, sont des femmes qui sont très sensibles aux variations hormonales. Et ces femmes vont pouvoir installer au moment même de la périménopause un trouble dépressif. Donc, il ne faut pas aller trop vite en disant ben voilà, vous êtes dépressif, je vous donne un antidépresseur. Il faut peut-être se poser la question de l'imprégnation hormonale et peut-être de l'intérêt d'un traitement hormonal pour éviter la dépression avant de mettre en place des antidépresseurs. Il y a les troubles cognitifs, là, les pertes de mémoire, les difficultés de concentration, des femmes qui sont parfois avec des responsabilités lourdes et qui disent « mais je ne suis plus assez performante hein. ». Il y a des femmes qui se disent « voilà, ça y est, c'est foutu, je suis vieille, maintenant, il ne faut plus que j'accepte toutes ces responsabilités parce que je n'ai plus les capacités ». Il faut bien leur expliquer que c'est ces variations hormonales qui sont responsables de ça et qu'on va pouvoir le prendre en charge. Il y a les douleurs articulaires qui sont rarement connues. Maintenant, on en parle de plus en plus. Il peut y avoir des douleurs articulaires chez beaucoup de femmes qui se disent « voilà, c'est le matin quand je me réveille, c'est terrible et j'ai besoin d'un dérouillage ». Et ça, c'est franchement connu. Et puis, je vous l'ai déjà dit, il y a le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Alors, les bouffées de chaleur, c'est quelque chose qui est très mal vécu et c'est quelque chose qui va avoir des répercussions un peu
à tous les niveaux. Le fait de savoir qu'on va avoir des bouffées de chaleur comme ça régulièrement, quand on doit par exemple prendre la parole, ça peut être très anxiogène, ça peut donner des maux de tête. Ça va bien sûr, quand il y a beaucoup de sueur nocturne, être accompagné de troubles du sommeil. Ça va être accompagné de stress, d'irritabilité. Et ça va conduire à vouloir se faire plaisir. Donc peut-être prendre un petit peu plus d'alcool, peut-être grignoter davantage, l'insulinorésistance. En fait, tout ça peut être responsable d'une perte de poids. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ça, ça peut avoir une répercussion personnelle, mais aussi relationnelle, conjugale, sexuelle, évidemment. Alors, la symptomatologie vasomotrice, quand on a fait cette étude en 2013 avec le GMI, vous voyez, chez des femmes entre 45 et 50 ans et après même jusqu'à 60 ans, on a bien vu que des femmes connaissaient le fait d'avoir des bouffées de chaleur et que ça touchait environ, vous voyez, 94% des femmes, hein, donc c'est très rare, les femmes qui n'ont pas du tout de bouffées de chaleur en périménopause et ménopause. Il y a aussi beaucoup de sueur nocturne, mais il y a aussi tous ces troubles, vous voyez, troubles du sommeil. Il y a des troubles du sommeil qui n'ont rien à voir avec la symptomatologie vasomotrice et qui s'installent du fait des changements hormonaux. Il y a bien sûr la sécheresse vaginale, cette baisse du désir sexuel, évidemment, des douleurs articulaires, petits problèmes de sécheresse de peau, parfois plus de céphalée et de migraine pour certaines femmes, des troubles de mémoire. Et vous voyez, quand on regarde un petit peu tous les chiffres, le nombre de femmes qui en souffrent, ben c'est loin d'être anodin. Et quand on demande aux femmes, est-ce que, à votre avis, ça a à voir avec la ménopause, ben vous voyez que si la plupart des femmes savent que la symptomatologie vasomotrice, c'est en rapport avec la ménopause, bah, par exemple, les douleurs articulaires, elles sont très peu nombreuses, à savoir que ça peut avoir à voir avec la carence œstrogénique. Même chose pour les migraines plus fréquentes, même chose pour les troubles urinaires. Et pour la sécheresse vaginale, ce n'est pas non plus toutes les femmes qui savent que c'est en rapport avec le manque œstrogénique et beaucoup de femmes pensent que bon, bah, c'est un cap à passer sur le plan sexuel. Donc, il faudra bien leur expliquer tout ça. On a fait une étude aussi, donc pas seulement en 2013, mais en 2000, sur 5000 femmes entre 50 et 65 ans. Et vous voyez, 87% des femmes dans cette tranche d'âge ressentent au moins un symptôme. Et 20% d'entre elles, donc vous voyez, 20% d'entre elles ont un impact majeur de ces symptômes, puisque c'est coté de 8 à 10 sur 10. Et puis, ce qui est aussi gênant, c'est que, vous voyez, 44% des femmes n'ont jamais évoqué leurs symptômes avec un professionnel de santé. Elles n'osent pas en parler. C'est tabou aussi pour les femmes. Et pour celles qui ont une symptomatologie, eh bien, vous voyez qu'elles sont 89% à ne jamais prendre de traitement pour cette symptomatologie. Dans le syndrome génito-urinaire, il faut que vous sachiez que ces symptômes génitaux urinaires, ça touche les femmes, à peu près une femme sur deux, et que ça ne peut commencer très tôt, même en périménopause. Vous avez des femmes qui ont déjà une sécheresse vulvovaginale, des difficultés lors des rapports, parfois des prurites vulvaires, une sensation désagréable, des symptômes urinaires, une miction impérieuse, des difficultés urinaires et des infections urinaires récidivantes. Donc, il faut savoir que ça peut démarrer tôt et que surtout, évidemment, puisque c'est en rapport avec la carence œstrogénique, si on ne le traite pas, si on ne le prend pas en charge, ça va s'aggraver dans le temps. C'est bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, essentiellement des symptômes qui ne seront jamais évoqués en consultation. Donc, il est vraiment important que nous soyons proactifs et que, quand nous rencontrons une femme de cette tranche d'âge, nous permettions aux femmes la possibilité d'exprimer leurs difficultés sexuelles ou urinaires. Alors, on va Je parler bien confirme, sûr hein, Brigitte, moi, en tant que médecin généraliste en cabinet, je ne peux qu'être d'accord avec toi parce qu'on n'aborde jamais ce sujet, hein. Si nous, on ne va on pas posait faire une l'effort question d'aller chercher les infos, on n'aura pas, hein. Oui, parce qu'elles n'en parlent pas, mais même avec leur gynécologue, elles n'en parlent pas. C'est souvent au moment de l'examen, quand on voit qu'on a une béance vulvaire, qu'on a une petite cytocine, on dit mais quand même. Ou alors quand on voit qu'on a une trophicité vraiment altérée, on dit mais quand même peut-être, ah oui, je ne savais pas comment vous en parler. Donc c'est vraiment important de proposer aux femmes d'en parler. Les femmes qui ne veulent pas parler de leur sexualité, elles vont vous dire non, non, mais tout va bien, ce n'est pas un problème. Et puis peut-être que la prochaine fois, elles vous diront bah, écoutez, la fois dernière, j'étais un peu surprise, je ne savais pas comment vous en parler. Et donc, elles seront ravies que vous ayez pu parler de ça. Donc, c'est jamais choquant.
parce que beaucoup de médecins disent oui, mais bon, c'est intrusif, comment je pourrais parler de ça? Mais en fait, les femmes sont ravies de pouvoir discuter de ça et dire quand elles ont des difficultés. Parce que souvent, elles pensent aussi que c'est pas quelque chose à évoquer avec le médecin, les difficultés sexuelles. Alors, pour ce qui est des bouffées vasomotrices, ça ne dure pas 2-3 ans. Non, 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 non. On a l'étude Swan, qui est une étude qui dure depuis plus de 20 ans et qui a commencé chez des femmes bien avant la ménopause et qui montre que la durée des bouffées vasomotrices, c'est 7 ans et demi. Et que malheureusement, pour les femmes qui ont des bouffées vasomotrices qui démarrent avant même la ménopause, donc qui sont gênées tôt, elles vont être gênées plus longtemps, vous voyez, 9 ans et demi. Et évidemment, les femmes qui, elles, ont des bouffées de chaleur plus tard, juste à l'installation de la ménopause, ça peut durer 3 ans. Mais en moyenne, c'est 7 ans et demi. Et puis, il faut savoir qu'il y a les facteurs sur la durée des symptômes. C'est le début, plus c'est tôt, plus ça risque d'être long. Le tabac, alors je vais en parler plusieurs fois du tabac, mais le tabac, c'est dramatique. C'est dramatique pour la bouffée vasomotrice, c'est dramatique évidemment pour le cardiovasculaire, l'osseux, et c'est sûr, et sur le plan carcinologique, mais en tout cas, ça aggrave les bouffées vasomotrices. Le fait d'être obèse aussi, ça aggrave les bouffées vasomotrices. Et puis bien sûr, quand on a des troubles dépressifs, on a aussi un lien entre bouffées vasomotrices et dépression et stress. C'est bien connu que la symptomatologie vasomotrice augmente le risque de dépression. On a des études anciennes qui le prouvent, surtout en périménopause. Et on sait aussi… Brigitte, Oui, excuse-moi, on a une question sur le syndrome génito-urinaire. Est-ce que le lichen scléreux vulvaire est une conséquence d'un syndrome non, non, ça génito-urinaire c'est une non traité? pathologie. Non, un lichen scléreux atrophique, enfin scléreux vulvaire, on ne dit plus atrophique, c'est une pathologie et c'est quelque chose qui peut toucher des femmes très jeunes. Il y a même des ados qui ont déjà un lichen. Donc, ce n'est pas en rapport avec la ménopause. Ce qui est en rapport avec la ménopause, c'est la carence œstrogénique, c'est l'atrophie vulvaire. Donc, ça, c'est une muqueuse qui est très, très fine, qui est fragile, mais ce n'est pas un lichen. Donc, le lichen, il est là même avant la ménopause. Il ne va pas s'arranger avec la ménopause. Ça nécessite un suivi toute la vie, le lichen, mais ce n'est pas en rapport avec la carence œstrogénique. Super, Donc, merci. on sait que les bouffées vasomotrices, évidemment, les femmes qui ont énormément de bouffées vasomotrices, elles ont plus de pertes osseuses, elles ont plus de risques cardiovasculaires, je vais vous le montrer, et aussi certainement plus de dégénérescence cognitive. J'ai mis des points d'interrogation parce qu'il faut vraiment, pour pouvoir le prouver, il faut des études scientifiques qui durent longtemps. Mais en tout cas, pour ce qui est du risque osseux, c'est pour ainsi dire sûr. Cardiovasculaire aussi, je vais vous le montrer. Pour ce qui est de la dégénérescence neurocognitive, c'est toujours un problème parce que les dégénérescences, c'est au moins 20 à 25 ans après l'installation de la ménopause. Alors, c'est toujours compliqué de faire le lien. Mais on a de plus en plus d'études intermédiaires, notamment avec des IRM cérébrales, qui prouvent quand même que les bouffées vasomotrices, c'est très mauvais sur le plan cérébral et des neurones. Alors, les risques de santé à la ménopause, c'est bien sûr 3 choses. Le risque cardiovasculaire, et ça, les femmes n'ont pas trop cette notion. Quand on leur pose la question, vous allez le voir après, qu'est-ce qui tue les femmes? Elles pensent toutes au cancer du sein. Alors, le cancer du sein, vous le verrez, ça ne représente que 4% de la mortalité féminine, alors que les pathologies cardiovasculaires, en tout cas là c'est un chiffre américain, c'est 45% de la mortalité cardiovasculaire. Chez nous en France, c'est 35%. Et puis, il y a l'ostéoporose. Et l'ostéoporose, ça va toucher 40% des femmes. Donc, c'est loin d'être anodin. Ce n'est pas 10% des femmes. Le risque cumulé à 50 ans, c'est 40% des femmes qu'elles vont faire une fracture ostéoporotique. Et puis, le risque de cancer du sein, vous savez bien, ça touche une femme sur 8. Que ce soit avec ou sans traitement hormonal, on va en reparler. Une femme sur 8, c'est majeur et c'est normal que les femmes y pensent et que les femmes soient toujours angoissées par rapport au cancer du sein. Il faut leur expliquer que ce cancer dont la fréquence ne cesse d'augmenter, vous savez bien que le traitement hormonal, on a beaucoup diminué les prescriptions sur ces 20 dernières années et que malheureusement, la fréquence du cancer du sein ne cesse d'augmenter. Tous les cancers hormonodépendants augmentent en fréquence, le cancer de prostate aussi. Donc, on prendra le temps d'expliquer ça, mais on va y revenir tout à l'heure. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est les modifications métaboliques à la ménopause. Quand vous avez plus d'œstrogène, vous aurez plus facilement une prise de poids du fait de l'insulinorésistance. Vous allez avoir une répartition des graisses androïdes avec le risque cardiovasculaire que ça signifie du fait de l'insulinorésistance. Vous aurez plus de risque d'hypertension artérielle, plus de risque de diabète et bien sûr une modification des résistances articulaires puisqu'on sait que les oestrogènes, c'est bon pour la paroi artérielle.
Et donc, j'ai mis d'emblée qu'il faut informer les femmes de ces modifications métaboliques, même en périménopause, puisque la prise de poids, ça commence dès 45 ans, et insister toujours, mais vous le faites, je le sais bien, toujours sur l'hygiène de vie et l'activité physique. Alors oui, les femmes disent « Oh là là, j'ai grossi, c'est la ménopause ». Eh bien, en fait, on prend du poids dès 45 ans si on ne change rien à son hygiène de vie, c'est-à-dire qu'il faut faire plus de sport après 45 ans ou manger moins, parce qu'en fait, on a une fente musculaire qui démarre. Après, à l'installation de la ménopause du fait de la carence œstrogénique, évidemment, les femmes qui ont tous les symptômes que je vous ai décrits, évidemment, elles vont prendre du poids parce qu'elles vont mal, elles vont diminuer leur activité physique parce qu'elles ont des douleurs articulaires, elles sont fatiguées parce qu'elles dorment mal, elles ont des bouffées de chaleur. En fait, c'est normal. Elles se sentent dépressives, donc elles vont arrêter le sport, elles vont aller plus facilement boire un petit peu d'alcool parce que ça fait du bien. Donc évidemment, tout ça, ça peut favoriser l'obésité. Mais une femme qui n'a pas de symptômes grâce à un traitement hormonal, par exemple, elle n'aura pas de raison de prendre du poids du fait de la carence œstrogénique et au contraire, le traitement hormonal lui permettra de retrouver cette œstrogénisation qui va la protéger sur le plan métabolique et lui permettre d'avoir une activité physique et une hygiène de vie. Donc, c'est important d'informer les femmes tôt, dès 40 ans. Les bouffées vasomotrices et le risque cardiovasculaire, je vous ai dit, mais là, on a la preuve. Vous voyez, la présence d'au moins 6 bouffées de chaleur par jour s'accompagne d'un risque significatif augmenté de pathologie cardiovasculaire. Donc, ces bouffées vasomotrices, elles sont loin d'être anodines. Il ne faut pas dire, c'est pas grave, ça va passer. Une femme qui a 6, 7 bouffées de chaleur tous les jours, il faut absolument trouver une solution et la traiter. Donc Alors, tu dis que les symptômes eux-mêmes persistent dans le temps et que le niveau de risque aussi ne fait qu'augmenter le risque de quoi? d'avoir des événements cardiovasculaires. Ah ben oui, la symptomatologie vasomotrice, plus elle commence tôt, plus elle est importante et plus elle dure, plus vous avez un risque cardiovasculaire associé. Et oui. Donc, on ne peut pas dire c'est anodin, des bouffées de chaleur, ça va passer. Alors, évidemment, si vous avez des femmes qui ont 1, 2 bouffées de chaleur tous les 2 jours, c'est pas grave. Mais une femme qui vous dit, mais moi, c'est 10 fois par jour. Moi, je vois des femmes en consultation, mais elles me disent, c'est 20 fois par jour. Et elles ne sont pas prises en charge. Donc, il faut absolument savoir que ce sont des femmes qui sont à risque cardiovasculaire, à risque osseux, je vous l'ai dit, donc il faudra penser à faire une densitométrie, et à risque neurocognitif ultérieur. Et à risque dépressif aussi, puisqu'elles ont beaucoup plus de syndrome dépressif. Donc, les bouffées de chaleur, c'est loin d'être banal, il faut le prendre en charge. Alors, quand on interroge les femmes, vous voyez, ça c'est une plaque que j'ai prise à l'EMS, quand on interroge les femmes sur la mortalité, on leur demande, bah, écoutez, les femmes, elles meurent de quoi? Elles vous disent, de cancer, vous voyez, 39% des femmes disent, bah, c'est le cancer du sein qui tue. À 39%, la mortalité féminine, c'est le cancer du sein. Et quand on leur demande le risque cardiovasculaire, bah, c'est 18%. Alors que c'est totalement l'inverse. Les chiffres vrais, c'est au niveau du camembert du bas. Les chiffres vrais pour, ça c'est une étude américaine, c'est 45% de mortalité cardiovasculaire chez la femme et 4% pour le cancer du sein. Donc c'est très important de dire ça aux femmes pour qu'elles relativisent quand même le fait que bien sûr, le cancer du sein c'est fréquent, mais ce n'est pas ça qui tue, parce que ça va être important dans notre possibilité de proposer un traitement hormonal. Donc ça, c'est les chiffres que je vous ai présentés. Donc en fait, ce qui tue plus, c'est 7 fois plus que le cancer du sein, c'est la pathologie cardiovasculaire. Alors en consultation de ménopause, on a beaucoup de choses à faire, c'est sûr. Il faut s'intéresser à tous les facteurs de risque. Alors les facteurs de risque, je vous ai dit, ils sont vasculaires. Dans les facteurs de risque artériels, vous les connaissez, il y a les facteurs de risque classiques, hein, le tabac, le diabète, l'hypertension, l'hypercholestérolémie, les antécédents familiaux, l'obésité, les migraines avec aura, la sédentarité. Mais il faut que vous pensiez aussi chez la femme aux facteurs émergents. Les antécédents de pathologie pendant la grossesse, l'hypertension, l'éclampsie, la prééclampsie, le diabète gestationnel, la prématurité, le retard de croissance intra-utérin sont des facteurs de risque cardiovasculaire. Ce sont des femmes qui risqueront ultérieurement d'avoir plus de pathologies cardiovasculaires. Donc, il faut interroger les femmes sur ce qui s'est passé pendant leur grossesse. On sait aussi que l'endométriose et bien sûr l'insuffisance ovarienne prématurée, on n'en a pas parlé, mais ça c'est la ménopause avant 40 ans qui nécessite absolument une thérapeutique substitutive. Hein. Une femme doit avoir des oestrogènes jusqu'à 50 ans.
au moins 45 ans. Donc, si vous avez des femmes qui ont une insuffisance ovarienne prématurée, et ce n'est pas ce que je vais traiter aujourd'hui, il faut la traiter et c'est du traitement substitutif. Ensuite, on sait que l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire, ça va s'accompagner peut-être de risques cardiovasculaires augmentés. Même chose pour l'OPK. Donc, savoir que ces facteurs-là féminins sont à évoquer pour ça. C'est une femme qui est plus à risque qu'une autre femme. Le risque osseux, vous connaissez bien sûr les facteurs qui permettent de prescrire une densitométrie remboursée. Alors, ça ne veut pas dire, parce que la densitométrie, elle est remboursée, qu'il n'y a que ces facteurs de risque-là qui doivent conduire à la prescription d'une densitométrie. Je vous enjoins à prescrire régulièrement des densitométries minérales osseuses à des femmes même qui n'ont pas de profil, surtout si elles n'envisagent pas de traitement hormonal de ménopause, parce que on trouve beaucoup de femmes avec une ostéopénie, voire une ostéoporose, dans la tranche ménopausique. Et donc, ça nécessite à ce moment-là, quand on met en évidence cette fragilité osseuse, de discuter d'un traitement hormonal pour protéger l'os. Et on sait aussi, par exemple, que les femmes qui ont une densitométrie avec une altération importante, une ostéopénie marquée, une ostéoporose, sont des femmes qui seront plus à risque cardiovasculaire. Ça peut être intéressant. Et une femme, par contre, qui a une densitométrie parfaite, trop parfaite, pensez à ce moment-là que c'est une femme qui a peut-être eu beaucoup d'imprégnation oestrogénique et pensez à la surveiller sur le plan mammaire. Donc, vous voyez, la densitométrie, ça peut être vraiment intéressant. Et puis, bien sûr, on va s'intéresser aux risques carcinologiques, donc les antécédents familiaux, les prédispositions génétiques, l'aspect mammographique, etc. Brigitte, excuse-moi, concernant le risque osseux, est-ce qu'on a des données entre les THM et tout ce qui est biphosphonate, calcium? Alors, je vais le redire, mais je vais le dire d'emblée, là, parce que c'est vraiment important que vous ayez ça à l'esprit. La WHI, qui a fait énormément de tort au traitement hormonal, a quand même été la première étude de prévention primaire, et c'était une étude de prévention primaire cardiovasculaire, donc avec une population de femmes qui n'étaient pas à risque fracturaire. Et en fait, les chiffres ont montré qu'on diminuait de 30% le risque fracturaire, même dans une population non à risque. Donc, s'il y a bien un traitement de prévention primaire antifracturaire, c'est le traitement hormonal. Ça, on peut remercier la WHI pour cela. Même si on savait que le traitement hormonal, ça protégeait, on a cette étude américaine qui est une étude qu'on ne peut pas critiquer dans la modalité, puisque c'est une étude qui a été faite contre placebo, donc vraiment, on ne peut pas la critiquer. Et elle a bien montré qu'on diminuait de 30% le risque fracturaire. Donc oui, le traitement hormonal, c'est prouvé que c'est le premier des traitements antifracturaires de prévention primaire. Et la perte osseuse, elle commence un tout petit peu en périménopause et elle s'aggrave beaucoup dans les premières années. Vous voyez, la perte osseuse au niveau du rachis, dans les 3 à 5 premières années, c'est vraiment important. Donc, c'est pour ça que pour protéger l'os, on a intérêt à traiter tôt. Et c'est pour ça que quand une femme a un profil ostéoporotique, surtout pensez à faire la densitométrie. Celle qui n'a pas de profil, mais par exemple qui a fumé toute sa vie, pensez, et celle qui est un petit peu en poids limite, pensez quand même à faire une densitométrie et proposez-lui non seulement l'arrêt du tabac, mais un traitement hormonal si elle a un os fragile. Alors, les conséquences à long terme de l'ostéoporose, ce n'est pas du tout banal, une ostéoporose. Une femme sur 4 va être atteinte d'ostéoporose et va se fracturer. Mais vous le savez, les fractures du col, c'est particulièrement terrible. Il y a une femme sur 5 qui meurt dans l'année qui suit la fracture du col du fémur. Donc, si vous pouvez faire le diagnostic et la prévenir et faire en sorte qu'elle ne se fracture pas, cette femme, c'est quand même très important. Et vraiment, les œstrogènes ont montré leur efficacité puisqu'elles protègent les femmes jusqu'à la ménopause, ont montré leur efficacité sur l'unité fonctionnelle osseuse. La lyse osseuse, elle s'aggrave terriblement dès l'hypoœstrogénie et dès que vous redonnez des œstrogènes, vous empêchez cette lyse osseuse majeure. Sur le plan cardiovasculaire, vous avez eu une présentation il n'y a pas longtemps. Il faut savoir que les pathologies cardiovasculaires féminines augmentent, surtout dans la tranche 45-54 ans. Vous voyez, on a une augmentation des infarctus du myocarde de 5% par an. C'est énorme. C'est énorme dans cette tranche de vie et c'est essentiellement du fait du tabac. C'est presque toujours des femmes qui fument.
Et les femmes sont sous-diagnostiquées, vous le savez bien, parce que quand une femme a des petites douleurs, des petits troubles, on pense toujours que c'est psychologique, qu'elle est surmenée. Pensez aux pathologies cardiovasculaires, mais je suis sûre que le cardiologue qui vous a fait une présentation récente vous a attiré votre attention là-dessus. Et sachez bien que les oestrogènes, c'est protecteur sur le plan cardiovasculaire. Par exemple, on sait bien qu'il y a moins d'infarctus du myocarde chez la femme avant la ménopause et qu'au moment de la ménopause, il y a un croisement des courbes avec plus d'infarctus du myocarde chez les femmes que chez les hommes. Et d'ailleurs, cette méta-analyse de Salpeter en 2004 avait bien montré de façon significative que le traitement hormonal en début de ménopause, donc entre 50 et 60 ans, diminuait les pathologies cardiovasculaires et la mortalité cardiovasculaire. C'est à partir de cette méta-analyse que les Américains ont décidé de mettre en place la WHI. La WHI, c'est une étude de prévention primaire cardiovasculaire. On avait montré que les oestrogènes, c'était bon pour diminuer la mortalité cardiovasculaire. Je vous ai dit que les femmes, la mortalité féminine aux États-Unis, c'est 45% cardiovasculaire. Les Américains se sont dit, puisque les oestrogènes, c'est super, on va faire une étude randomisée, prospective, avec un bras de femmes ayant accès au traitement hormonal et un bras placebo. Et c'est une étude majeure, puisqu'elle a été faite avec 20 000 femmes chez les femmes qui avaient encore leur utérus et 10 000 femmes chez les femmes qui n'ont pas d'utérus. Donc, on avait 30 000 femmes. C'est énorme, 30 000 femmes. Énorme dans cette étude. Et c'est pour ça qu'elle a fait tant de mal, parce que c'est une étude de niveau 1 contre placebo. Le gros problème, c'est que cette étude, elle a été faite avec des femmes qui étaient âgées, moyenne d'âge 63 ans. 20% des femmes incluses avaient plus de 70 ans. Vous imaginez bien, une femme qui a 70 ans, 20 ans de ménopause, à qui vous donnez, et c'est une population qui était à risque, puisqu'il y avait des femmes obèses, il y avait des femmes hypertendues qui fumaient, hypercholestérolémies. Ils n'avaient pas choisi les femmes, c'était des femmes courantes américaines. Et donc, ils ont donné à ces femmes un traitement œstrogénique par voie orale, des œstrogènes conjugués équins, normodosés, ils n'ont pas donné du mini-dosé par voie orale, et ils ont donné un progestatif de synthèse, l'acétate de médroxyprogestérone, que nous n'utilisons pas en France, qui est un progestatif de synthèse délétère sur le plan métabolique. Et donc, ils ont donné ce traitement à des femmes qui avaient plus de 10 ans de ménopause installée. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 5 ans, ils ont arrêté l'étude. Pourquoi? Parce que vous voyez, en fait, les pathologies coronariennes étaient très augmentées, alors que c'était le but de diminuer les pathologies coronariennes. Vous voyez, quand on regarde les résultats des études observationnelles, tous les résultats sont les mêmes. Le traitement hormonal, ça diminue le cancer du côlon, ça diminue les fractures, ça augmente le risque de cancer du sein, bien sûr, quand c'est un œstroprogestatif de synthèse. Et sur le plan coronarien et accident vasculaire cérébral, ça augmente bien sûr les pathologies cardiovasculaires. Donc en fait, l'étude américaine a été arrêtée pas du tout du fait du risque de cancer du sein, mais a été arrêtée du fait des pathologies cardiovasculaires qui s'expliquent, puisqu'ils ont donné de la voie orale normodosée. Donc on a eu des embolies pulmonaires, on a eu des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus, à des femmes qui avaient de l'athéromatose, puisque ça faisait déjà plus de 10 ans qu'elles étaient en manque œstrogénique, elles avaient eu le temps d'installer des plaques. Et donc, la WHI nous a permis de définir sur le plan cardiovasculaire la fenêtre d'intervention. Donc, on parle toujours de fenêtre d'intervention, c'est-à-dire quand on veut mettre en route un traitement hormonal de ménopause, on le met dans les 10 premières années de ménopause. Parce qu'on sait que l'étude américaine a bien montré que si on le faisait plus tardivement, on risquait de décoller des plaques chez les femmes qui avaient une athéromatose. Donc, dès que vous avez une femme qui a plusieurs années de ménopause ou qui a des facteurs de risque cardiovasculaire, avant d'envisager un traitement hormonal, il est bien sûr important de faire un bilan cardiovasculaire. Le minimum, c'est le Doppler carotidien et le score calcique qui nous permet de voir s'il n'y a pas d'athéromatose. Quand il n'y a pas d'athéromatose, un traitement peut se discuter. Quand il y a une athéromatose, ça se discute avec le cardiologue, voire ça ne se prescrit pas. Alors,
le risque de cancer du sein, puisque c'est ça qui fait peur. Hein, les femmes ont peur du cancer du sein, les médecins ont peur du cancer du sein. Je vous ai mis cette plaque là pour vous rappeler le risque relatif d'un cancer du sein. Alors, le risque relatif quand on a une mutation BRCA, évidemment, c'est énorme, c'est 200. Quand vous avez pris un traitement hormonal à l'américaine, vous voyez le premier histogramme, le risque relatif, un traitement à l'américaine plus de 5 ans, c'est 1,3. Ce n'est pas énorme, hein. Vous savez bien qu'un risque relatif, on dit qu'il y a un lien entre un traitement et son efficacité en diminuant le risque relatif, mais si on augmente le risque relatif en fonction d'une pathologie, on dit qu'on en est sûr quand on est à un risque relatif à 2, quoi qu'il en soit. 1,3, c'est quand même 1,3. Si vous regardez l'obésité, est-ce que l'obésité augmente le risque de cancer du sein? Oui, son risque relatif est de 1,2. Le fait de boire 2 verres d'alcool par jour, le risque relatif est de 1,2. Donc, pour ainsi dire, équivalent à un traitement hormonal à l'américaine 5 ans. Le fait d'avoir eu des premières règles tôt, 9-10 ans, par rapport à une femme qui a eu des premières règles à 15 ans, le risque relatif est à 1,2. Le fait d'avoir une ménopause tardive, évidemment, si vous avez une imprégnation œstrogénique jusqu'à 58 ans par rapport à une femme qui a une imprégnation œstrogénique jusqu'à 50 ans, votre risque relatif est à 1,3. Si vous faites un enfant après 35 ans, un premier enfant après 35 ans, votre risque est à 1,7. Est-ce que l'on dit aux femmes aujourd'hui qui envisagent toutes de faire des enfants à 38-40 ans que ça augmente leur risque de cancer du sein? Non. Ensuite, bien sûr, si vous avez dans votre branche familiale un antécédent de cancer du sein chez une femme jeune, vous avez un risque à 1,8, évidemment, un premier degré avec une femme qui a… Non, 1,8 si c'est après 50 ans et 3,3 si c'est avant 50 ans. Donc, bien sûr, un antécédent dans la famille peut être une augmentation de risque de cancer du sein, mais ce n'est pas une contre-indication. Tout dépend pourquoi vous prescrivez et combien de temps vous prescrivez. Donc, bien sûr, et j'attire votre attention sur la densité mammaire. Comme tout à l'heure, je vous ai parlé de la densitométrie minérale osseuse. Une densitométrie minérale osseuse trop bonne ou des seins trop denses, c'est un facteur de risque de cancer du sein. Donc, vous voyez, le poids relatif du traitement hormonal, c'est vraiment pas grand-chose. On devrait plutôt informer les femmes sur l'âge de leur première grossesse, sur l'abus de l'alcool, sur l'obésité. Et il n'y a pas la sédentarité, mais la sédentarité, ça augmente le risque de cancer du sein. Je dis ça parce que j'en ai marre de voir dans les journaux, dès qu'on parle de cancer du sein, gare au traitement de la ménopause, comme si c'était toujours le traitement de la ménopause qui est responsable de cancer du sein, alors que je vais simplement vous demander de regarder là les résultats de ces histogrammes de l'étude WHI. Donc, dans l'étude WHI, vous avez l'histogramme du bas qui correspond aux femmes qui ont eu que des œstrogènes parce qu'elles avaient une hystérectomie. Vous savez qu'aux États-Unis, 40% des femmes à 50 ans, elles ont eu une hystérectomie. Hein. Ça risque d'arriver chez nous aussi, mais bon, bref. Et si vous regardez l'histogramme du haut, ce sont les femmes qui ont eu des œstrogènes et du MPA. Donc, le progestatif de synthèse. Si vous regardez au niveau du risque de cancer du sein, hein, c'est le 4e histogramme, vous voyez que les femmes qui étaient sous œstrogène conjugué qu'un seul ont moins de cancer du sein que celles qui ont eu un placebo. Par contre, les femmes qui ont eu des œstroprogestatifs de synthèse, elles ont une augmentation du risque de cancer du sein. Donc, c'est beaucoup moins simple que ça, œstrogène, risque de cancer du sein. C'est beaucoup plus en rapport avec le progestatif de synthèse. D'ailleurs, si vous regardez ici l'étude E3N, qui est une étude européenne qui a été faite essentiellement avec de la progestérone, vous voyez que le risque relatif pour l'étude E3N avec de la progestérone ou de la dihydrogestérone, c'est-à-dire le Dufaston, le risque relatif est à 1. Ensuite, si vous regardez les résultats de la WHI, alors cette WHI, elle s'est arrêtée en 2002, mais on continue à suivre ces femmes. Et vous voyez que la publication en 2017 pour les femmes qui ont été traitées en début de ménopause, puisque je vous ai dit que la moyenne d'âge était de 63 ans. Mais il y avait quand même une petite partie des femmes
voyez, qui avaient entre 50 et 59 ans. Bah, pour cette petite partie des femmes dans la WHI, déjà à 5 ans, quand ils ont arrêté, il y avait déjà une diminution des pathologies cardiovasculaires. Mais quand on regarde maintenant, donc 20 ans après, eh bien, ces femmes, elles ont toujours une diminution de leur mortalité significative. Donc, vous voyez que donner un traitement hormonal chez les femmes entre 50 et 59 ans, c'est loin d'être délétère puisque ça diminue leur morbimortalité et notamment cardiovasculaire. Alors, évidemment, on peut parler d'une évolution des idées sur le traitement hormonal qui est devenu, on a beaucoup cru au traitement hormonal de ménopause avec Feminines Forever dans les années 60. On a beaucoup prescrit dans les années 70, 80 jusqu'à 90 un traitement hormonal. Il faut savoir que nous, en France, avant l'étude américaine de 2002, on traitait 35% des femmes, ce qui était pas mal. En fait, on les traitait pour la qualité de vie, mais on les traitait aussi à visée osseuse. On a vu dans les années 90 un consensus mondial nous faisant miroiter une épidémie de fractures avec l'augmentation de l'espérance de vie des femmes. Et on avait beaucoup insisté, notamment chez les gynécologues, en disant « bon, il faut traiter les femmes pour éviter qu'elles ne se cassent ». Et donc, on traitait 35% des femmes, ce qui était plutôt bien, puisque je vous ai dit qu'il y a à peu près 25% des femmes qui méritent absolument un traitement. On traitait un peu plus, sans doute pour les femmes qui ont des symptômes ou qui désiraient le traitement. Donc, c'était à peu près bien. Aujourd'hui, on ne traite plus que, alors on disait 6%, parce qu'on a une étude qui nous a montré qu'on ne traitait que 6% des femmes, et le rapport RIS nous dirait 2,5 à 3%. Bon, pourquoi ? Parce qu'il y a des perceptions erronées sur le traitement hormonal, hein, c'est clair. Je vous ai montré que le traitement hormonal, il a une efficacité majeure et une sûreté du traitement dans les 10 premières années, que ce soit sur le plan osseux, que ce soit sur le plan carcinologique, que ce soit sur le plan cardiovasculaire, c'est clair. Mais ce n'est pas rapporté. On a suffisamment d'études aussi qui ont été faites depuis la WHI qui ne cessent d'exprimer que le traitement hormonal va diminuer l'athéromatose et donc, puisque ce qui tue le plus, c'est le cardiovasculaire, c'est intéressant. Évidemment que les résultats de la WHI, ils ont parlé du cancer du sein, ils ont parlé des infarctus et des AVC, ce qui a fait peur, mais c'était la WHI avec la mauvaise population, le mauvais traitement. Et malheureusement, on a toujours des médias, l'Internet, les réseaux sociaux, qui ne font que diffuser des informations qui sont fausses, qui sont trash, qui ne sont pas contrôlées et qui font peur. Alors, on en est là aujourd'hui. Vous voyez, on traitait 35% des femmes. Maintenant, on traite à peu près, je vous dis, 6% des femmes. Et même dans le rapport RIST, on est à peu près à 2,5 voire 3% des femmes, ce qui semble vraiment très, très insuffisant. Il est temps qu'on se bouge. Alors, j'ai mis une plaque quand même, quelques plaques sur l'hygiène de vie parce qu'il est évident que dans une consultation de ménopause entre 45 et 55 ans, il est majeur de parler d'hygiène de vie. C'est ce que vous faites vraisemblablement dans toutes vos consultations, mais c'est encore plus important quand vous êtes à 40-45 ans, d'expliquer justement cette perte musculaire qui va démarrer du fait du vieillissement et de la nécessité d'avoir une activité physique et d'expliquer tous les méfaits du tabac et de l'alcool, notamment sur le plan de l'aggravation de la carence œstrogénique du fait du tabac et puis de l'aggravation du risque mammaire et des autres risques, bien sûr, du fait de l'alcool. Et puis, on prendra le temps, éventuellement, si c'est nécessaire, de parler de traitement hormonal, mais on peut très bien prendre en charge une ménopause sans obligatoirement avoir besoin d'un traitement hormonal. Il y a bien, on va dire, une femme sur deux qui ne va pas demander, qui n'a pas besoin de traitement hormonal. Quoi qu'il en soit, j'ai voulu parler du syndrome génito-urinaire, là, au début de ma présentation, parce qu'il faut quand même, et même chez les femmes à qui vous proposez un traitement hormonal, parler de ces difficultés sexuelles et urinaire, parce que le traitement local est totalement suffisant et que je vois quand même beaucoup de femmes qui auraient mérité un traitement local vulvovaginal et qui, parce qu'elles n'en ont pas parlé, parce qu'elles n'ont pas été examinées ou parce qu'à l'examen, on n'a pas voulu en parler, et donc elles ont une atrophie vaginale qui va faire que s'aggraver dans le temps et qui n'est pas toujours récupérable. Donc les règles d'hygiène de vie, je crois que vous les connaissez, c'est une plaque sur laquelle vous pouvez revenir, mais insister bien sûr sur l'apport calcique. Il y a quand même de plus en plus de femmes qui ne prennent pas
3 produits laitiers par jour, parce que soi-disant le lait, ce serait mauvais. Donc, pensez à leur faire remplir, par exemple, le questionnaire calcique Griot que vous trouvez sur Google et qui est un questionnaire qui est très bien fait et qui permet aux femmes et aux hommes aussi de voir si leur rapport calcique est suffisant. La vitamine D, c'est pas la peine d'envisager de faire un dosage de vitamine D à toutes les femmes à 50 ou 60 ans. À partir de 65 ans, je crois que c'est vraiment important. Et les femmes, bien sûr, qui ont déjà une carence au niveau osseux. L'activité physique, évidemment, l'activité physique, on va encore le rappeler, mais c'est très important de parler de l'intérêt de la marche. La marche, tout le monde peut marcher, tout le monde peut marcher. Et c'est très bon à tout point de vue, et notamment sur le plan osseux. Donc, et si possible, leur demander d'avoir au moins 1 à 2 fois par semaine une activité physique qui bouge davantage et qui soit un petit peu cardio. L'activité physique, c'est majeur sur le plan osseux, c'est majeur sur le plan musculaire, sur le plan articulaire, mais aussi, bien sûr, sur le plan du risque cardiovasculaire. Ça va permettre de perdre du poids, ça va permettre de diminuer la graisse abdominale, ça va permettre de modifier. Vous savez bien que dès qu'on fait faire du sport et dès qu'on perd un peu, on a un métabolisme glycémique qui s'améliore, on a une tension artérielle qui s'améliore, un profil lipidique qui va s'améliorer. Bien sûr, tout ça, ça va avoir un effet sur le risque cardiovasculaire. Alors, l'activité physique, pour l'ostéoporose, il faut que ce soit un sport à impact. Donc, ça peut être la marche, la course, le saut à la corde, mais c'est sûr que par exemple, la natation, c'est intéressant, c'est bien sur le plan cardiovasculaire, sur le plan musculaire, mais ça n'aura pas d'impact osseux. Ensuite, l'activité physique, c'est important pour la composition corporelle, pour ne pas perdre de muscles et avoir le moins de graisse totale. Ça va évidemment avoir un impact sur le risque cardiovasculaire et sur la mortalité cardiovasculaire. On a plein d'études, je vous les ai mises là, qui le prouvent. Donc vraiment, passer du temps pour expliciter l'intérêt de l'activité physique. Je sais que c'est compliqué et j'ai à chaque fois mis aussi la sédentarité. On a de plus en plus de gens qui travaillent sur ordinateur, de gens qui sont en télétravail à la maison, qui restent assis pendant 2-3 heures. Rappelez bien que la sédentarité, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Et ne serait-ce que se lever toutes les heures, 1 minute ou 2, ça va diminuer toutes les pathologies cardiovasculaires, voire sur le plan intellectuel. On a fait des études prouvant que à activité physique identique, des gens qui font du sport, mais des gens qui sont sédentaires et d'autres non sédentaires dans leur activité professionnelle, eh bien vous avez des capacités neurocognitives qui sont meilleures, c'est ceux qui se bougent. Donc, ne pas rester plus d'1 heure, et d'ailleurs, je vais me lever, ne pas rester plus d'1 heure sans bouger. Ensuite, oui, je l'ai mis celle-là parce que je crois que c'est important dans le risque de cancer du sein. Je vous ai parlé de l'obésité, je vous ai parlé de l'alcool, mais pensez que l'activité physique, ça va diminuer aussi le risque mammaire. Alors, évidemment, cette étude qui montre que c'est plus de 4 heures qui va diminuer de 22% le risque, évidemment, plus de 4 heures, c'est peut-être beaucoup, mais en tout cas, rappelez que l'activité physique, ça a des effets vraiment majeurs à tout point de vue, et même au niveau du cancer du sein, alors que ces femmes ont tellement peur du cancer du sein. Alors, avant de parler, d'aller plus loin sur le traitement hormonal, je voulais quand même parler de ce qui est le Ménophytéa. Alors, le Ménophytéa, c'est tous ces compléments alimentaires, ces phytoœstrogènes qui seraient super efficaces et que les femmes vont chercher à la pharmacie. Il n'y a pas de problème, elles achètent toutes des compléments alimentaires, elles mettent une somme folle dans ces compléments alimentaires. Il est vrai que ces phytoœstrogènes peuvent être efficaces, mais ils ont souvent une efficacité à peu près équivalente au placebo. On sait que dans notamment les bouffées vasomotrices, l'effet placebo, il est de 30%. Et ces médicaments, enfin ces traitements, ces compléments alimentaires, ces traitements alternatifs peuvent avoir des études qui vont nous montrer que, bon, ils ont une efficacité à aller 35, 40, 45%. Et de toute façon, c'est toujours des études qui sont faites avec des effectifs faibles, qui sont avec des populations hétérogènes. Ce n'est pas des études vraies scientifiques. Donc, est-ce qu'on peut conseiller ce type de complément alimentaire? Ce n'est pas obligatoirement quelque chose qui est à rejeter, mais c'est quelque chose dont on n'a pas la preuve. Et puis, toujours rappeler
que certains de ces compléments alimentaires sont des phytoœstrogènes et que les phytoœstrogènes, c'est quand même œstrogène et que pour les femmes qui ont une contre-indication aux hormones, elles ne peuvent pas avoir accès à ces phytoœstrogènes. Alors, je pense que on peut proposer éventuellement et on peut dire, ben voilà, si vous êtes bien avec votre complément alimentaire et que vous n'avez pas de bouffée vasomotrice, il n'y a pas de raison de changer, surtout s'il n'y a pas d'autres raisons de proposer un traitement hormonal. S'il n'y a pas de raison cardiovasculaire, osseuse, de proposer un traitement hormonal, pourquoi pas gérer des bouffées de chaleur qui, a priori, répondent bien à un complément alimentaire. OK. Par contre, il y a des études scientifiques qui ont été faites pour montrer si certaines thérapeutiques ont une efficacité prouvée sur la symptomatologie vasomotrice. Alors évidemment, le traitement hormonal, 90%, 95% d'efficacité. Ce n'est pas du 100%, hein, même si les phytoœstrogènes disent 100% des femmes sont satisfaites, le traitement hormonal ne va même pas jusqu'à 100%. Mais on a aussi la progestérone micronisée. La progestérone micronisée à 300 mg, je vous rappelle que la progestérone, ça fait dormir, et donc on le propose le soir quand on va se coucher. Il y a une étude qui a montré une efficacité, donc ça peut être utilisé en périménopause, au moment où vous ne pouvez pas ajouter d'œstrogène. Ensuite, vous avez donc le seul qui a l'AMM, mais d'ailleurs qui a été déremboursé parce que son efficacité n'a jamais été vraiment démontrée. C'est une molécule qui a été mise sur le marché il y a très longtemps, la bêta-alanine. Donc, je ne vous propose pas d'utiliser la bêta-alanine parce que vraiment, ce n'est pas efficace. Et on a des médicaments, mais qui n'ont pas une AMM pour la symptomatologie vasomotrice. On sait, ces médicaments que je vous ai mis en rose, c'est la clonidine, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, l'oxybutynin, ont montré une efficacité prouvée sur les bouffées vasomotrices, mais c'est hors AMM. Alors, il est vrai que ces thérapeutiques, on les utilise chez des femmes qui ont des contre-indications au traitement hormonal, notamment, par exemple, les femmes qui ont fait un cancer du sein et qui ont malheureusement une ménopause un peu prématurée et souvent une symptomatologie marquée. Donc, il faut utiliser ces thérapeutiques dans ce cadre-là. Il n'est pas question d'utiliser les antidépresseurs en première intention pour traiter une symptomatologie vasomotrice. Ça, non. C'est efficace, mais c'est de la deuxième intention. C'est si on ne peut pas avoir de traitement, si on ne veut pas avoir de traitement, si on ne supporte pas le traitement hormonal. Mais sinon, la première des indications, c'est bien sûr le traitement hormonal de ménopause à ce jour, mais il y a aussi une autre possibilité qui vient d'arriver sur le marché, on va en parler. Il y a les extraits de pollen qui ont une étude qui montre quand même une certaine efficacité, qui est un complément alimentaire. Vous avez la gynestéine, donc dans les phytoœstrogènes, la gynestéine 30 mg a montré une efficacité. Et puis vous avez l'hypnose, les thérapies cognitivo-comportementales, le yoga, l'acupuncture, c'est un petit peu difficile à prouver, qui ont montré quand même une certaine efficacité. Tout ça, vous pouvez le retrouver dans les recommandations pour la pratique clinique de 2021. On a fait tout un travail sur le traitement hormonal de ménopause. Donc, je vous enjoins à aller lire ces recommandations pour la pratique clinique que vous retrouvez sur le site du CNGOF, de la Fédération des collèges, la FNCGM, et que vous pouvez retrouver aussi sur le site du GEMVI. Donc, ces recommandations, c'est vraiment toute la bibliographie qui a été reprise sur le traitement hormonal et qui vous donne donc la conduite à tenir vis-à-vis du traitement hormonal. Qui vient d'arriver sur le marché, là, en avril dernier, les inhibiteurs du centre de thermorégulation de la neurokinine. Et donc, on a le fézolinétan, le Veosa, qui vient d'arriver sur le marché. Vous savez que c'est une nouvelle molécule et que c'est une molécule qui a montré une efficacité 2 fois supérieure au placebo. Donc, il n'y a pas eu de comparaison avec le traitement hormonal, mais qui a montré vraiment une efficacité. Et donc, son AMM, c'est la prise en charge de la symptomatologie vasomotrice. C'est une nouvelle molécule. Vous avez dû voir dans les RCP, et d'ailleurs l'ANSM l'a rappelé, qu'il faut que les femmes aient un bilan hépatique normal et qu'on fasse un bilan hépatique dans les 3 premiers mois de prescription. Alors, pour le SGM, je vous en ai déjà parlé, le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Pensez qu'une femme sur 2 en souffre, pensez que ça altère la qualité de vie, pensez qu'il faut être proactif pour qu'elles en parlent et qu'il y a des traitements simples, que les femmes déjà peuvent avoir accès à des hydratants, des lubrifiants en pharmacie sans prescription et que ça peut suffire, mais qu'aussi les traitements œstrogéniques locaux en France nécessitent encore une prescription et que bien sûr, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Ces traitements hormonaux locaux sont hyper efficaces
Ils sont efficaces sur la symptomatologie urinaire et sur la symptomatologie vulvovaginale. Ils ont malheureusement une brochure qui est inquiétante puisqu'il y a des œstrogènes. Donc, c'est une brochure qui correspond à un traitement hormonal de ménopause qui est inadapté. Toutes les sociétés savantes dans le monde entier demandent à ce que ces brochures soient modifiées. On le demande aux États-Unis, on le demande partout. Mais malheureusement, vous savez bien que l'industrie pharmaceutique est là pour se protéger. Donc, on n'y arrivera pas, je pense. Mais vous avez énormément de méta-analyses qui ont été faites. Et notamment en mars dernier, il y a une nouvelle méta-analyse qui est sortie qui a montré qu'on peut même proposer ces traitements œstrogéniques locaux aux femmes après cancer du sein. Alors évidemment, pas les femmes en tout début de prise en charge qui sont sous inhibiteurs de l'aromatase, mais pour les femmes qui sont éloignées de leur cancer du sein, qui ont une symptomatologie vasomotrice, eh bien, il n'y a pas de raison de ne pas leur proposer un traitement œstrogénique local si les hydratants ne sont pas efficaces. Cette plaque, je l'ai prise au dernier congrès international de ménopause. Toute femme, vous voyez, à partir de 45 ans, doit bénéficier quand elle voit un médecin. Il faut l'interroger sur la cyclicité, savoir si elles ont encore des règles, si c'est irrégulier ou pas. Il faut poser la question sur les bouffées de chaleur. Il faut s'intéresser aux difficultés sexuelles et urinaires et poser la question des troubles du sommeil et d'un syndrome dépressif. Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit. Il faut vraiment poser toutes ces questions-là pour savoir si la carence œstrogénique est déjà responsable d'une altération de la qualité de vie des femmes. Je vous ai rappelé ici le white paper d'octobre 2024. Vous savez ou vous ne savez peut-être pas, mais le 18 octobre, c'est la journée mondiale de ménopause. On en parle peu ici en France. Encore que le début du travail de Stéphane Iris a été décidé le 18 octobre 2024. Et le white paper de l'International Menopause Society de cette année, l'année dernière c'était le brain fog, cette année c'est justement l'insuffisance de prescription du traitement hormonal dans le monde entier. Et donc il y a tout un travail qui a été fait sur pourquoi on le donne, comment on le donne, quelles molécules on donne et combien de temps on le donne. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est bien sûr l'indication ostéoporose en France. Vous verrez que dans nos recommandations, on parle de la prévention osseuse. Bien sûr, on parle, nous, du traitement à la française. On n'utilise pas des œstrogènes conjugués car on n'utilise pas les progestatifs de synthèse. On utilise la voie transdermique et on utilise de l'œstradiol et de la progestérone micronisée qui sont des hormones bioidentiques. Donc, on donne en fait aux femmes une petite imprégnation hormonale persistante après l'installation de la ménopause. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas 5 ans, il n'y a pas 7 ans, il n'y a pas 10 ans. C'est quelque chose qu'on va évaluer année après année. Et puis surtout, on s'intéresse au syndrome génito-urinaire qui ne nécessite pas obligatoirement un traitement hormonal de ménopause, mais qui nécessite une prise en charge locale. Et pour la symptomatologie vasomotrice, on ne commence pas avec des antidépresseurs. Voilà, je vous ai mis quelques plaques, mais je ne vais pas les développer. Vous pouvez retrouver, bien sûr, les 25 propositions de Stéphane Iris sur le travail qui a été publié récemment. Je voulais aussi vous rappeler qu'il y a donc la Société française de ménopause, le GEMVI, a un site. Vous avez accès, et les femmes ont accès au site. Et sur la première page du site, vous avez des fiches d'information sur l'IOP et sur le traitement hormonal de ménopause qui viennent d'être réactualisées. Donc, n'hésitez pas à aller télécharger, à aller les lire et à les proposer aux femmes pour qu'elles se fassent une idée sur la balance bénéfice-risque du traitement hormonal de ménopause. Et puis là, je vais laisser la place à Mathilde, je pense. On ne prend pas les questions avant, comme vous voulez. Je ne sais pas, comme vous voulez. François? Pour l'instant, il n'y a pas eu de réaction particulière dans le chat. Ok. On peut passer sur la présentation d'Omena et puis ensuite passer sur un temps d'échange. Ouais. Trop bien, merci beaucoup en tout cas pour l'organisation de ce webinaire très très important. Mais donc je voulais me présenter rapidement. Donc moi je suis Mathilde, je suis la fondatrice d'Omena. Donc le point de départ d'Omena, c'était en fait de se dire les femmes manquent d'informations par rapport au sujet de la périménopause et de la ménopause. Elles sont pas tout à fait à jour sur les solutions qui existent et puis elles ont aussi besoin d'être accompagnées sur la partie hygiéno-diététique. Et donc on a créé Omena pour leur proposer tout ça en fait. Une application qui les informe sur les symptômes, qui les informe sur les traitements, qui les informe sur les conséquences de la ménopause sur la santé, mais aussi qui les accompagne sur la mise en place de nouvelles habitudes
Je donne un exemple, mais vous pouvez vous inscrire et dire, bon, ben voilà, moi, par exemple, j'ai des douleurs articulaires. Ben, l'application, elle va vous proposer des exercices physiques adaptés pour réduire les douleurs articulaires. Si vous dites que vous avez de l'incontinence urinaire, l'application, elle va vous proposer des exercices de rééducation du périnée. Si vous dites que vous avez pris du poids, que vous avez une fonte de la masse musculaire, on va vous proposer de la muscu. Enfin, voilà, c'est vraiment une application qui fonctionne de manière très, très diversifiée. Et puis, l'idée, c'est en fait que tout ce que dit Brigitte là devant vous soit mis à disposition d'un maximum de femmes aussi, avec un outil qui peut être utilisé par toutes. Donc, voilà, si ça vous intéresse de télécharger l'application ou d'en parler à vos patientes, n'hésitez pas, elle s'appelle Omena. Merci beaucoup. Merci Mathilde. Et de la même manière, on peut aussi recevoir des patients qui sont suivis sur Omena pour des avis médicaux. Merci beaucoup Brigitte, c'était super clair, super complet. Je pense que ça remet pas mal de pendules à l'heure et ça nous donne en tout cas toutes les clés pour faire mieux. Je ne sais pas si parmi les médecins qui assistent ou les professionnels qui assistent à ce webinaire, s'il y a des questions, si quelqu'un veut prendre la parole pour passer sur quelques minutes d'échange. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup de choses. Quelqu'un qui a dit très belle présentation. Oui, Denis, Oui, vas-y. non, mais j'aimerais bien discuter, moi, j'aimerais bien savoir un petit peu comment vous voyez les choses. Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que vous vous sentez suffisamment à l'aise pour parler de ménopause? Est-ce que vous êtes à l'aise par rapport à un avis sur le traitement hormonal? On a besoin des médecins, on a besoin des gynécos, bien sûr, mais on a besoin des médecins généralistes aussi, parce qu'on sait bien que les femmes peut-être ont plus d'accès à leur médecin généraliste. Parfois, c'est plus facile de parler avec le médecin généraliste. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et la ménopause, c'est quand même un état physiologique. Ça va toucher un Français sur deux. Ça touche 17 millions de femmes. Donc, c'est difficile pour les gynécos peut-être de voir toutes les femmes qui ont une ménopause. On va voir toutes les femmes avec ménopause compliquée, difficile. Mais il y a beaucoup de femmes qui traversent cette tranche de vie sans trop de difficultés et qui peuvent avoir quand même des petits soucis. Et vraiment, la médecine générale doit pouvoir répondre à tout ça. Il faut leur donner la possibilité d'en parler, ne pas avoir peur de ce qu'elles risquent de vous dire. Et il y a plein de solutions simples. Mais oui. ouvrir le sujet. Alors, moi, j'avais envie de dire qu'effectivement, c'est un sujet qui est complètement banalisé, comme pas mal de problématiques féminines d'ailleurs, mais sur lesquelles il ne faut pas... C'est aussi banalisé dans la société que dans le domaine médical, hein, d'ailleurs. On a quand même pas mal d'idées reçues, c'est celle effectivement, par exemple, du cancer du sein, parce que c'est la première auquel les femmes pensent d'après la diapo. Moi, j'avais la notion que si éventuellement ça pouvait augmenter la survenue de cancer, ou du moins la détection, parce que ce sont des femmes qui sont surveillées, les formes qu'on pouvait trouver étaient globalement beaucoup plus précoces que dans la population générale non traitée, non surveillée, et que globalement la morbimortalité des femmes sous THS par cancer du sein était bien moindre que dans la population générale. Donc je voulais savoir si c'est encore des notions qui sont valides ou non. Si, c'est plus que valide. On a une étude danoise qui a comparé les cancers du sein chez les femmes traitées, pas traitées. La morbimortalité des femmes, elle est franchement diminuée chez les femmes qui sont traitées. Voilà. Donc, j'ai pas à rougir de l'affirmer. Voilà, il n'y a pas de problème. Je suis heureuse que vous sachiez cela parce que c'est souvent l'inverse. Beaucoup de même médecins pensent que c'est l'inverse, que ça aggrave. C'est totalement l'inverse. Et moi, j'utilise toujours, vous savez, quand on parle du risque de cancer du sein et du lien traitement hormonal, donc j'utilise les chiffres que je vous ai donnés par rapport à l'obésité, l'alcool et ainsi de suite. Et puis je dis, écoutez, il y a 20 ans, on traitait 35% des femmes. Aujourd'hui, on en traite, allez, on va dire maintenant 6%, peut-être 2, 3%, j'en sais rien. On a vu une augmentation de la fréquence du cancer du sein constante. On est à 60 000 cancers du sein aujourd'hui. Il y a 40 ans, ça touchait une femme sur 14. Aujourd'hui, ça touche une femme sur 8. On a autant de cancers de prostate, 60 000 cancers de prostate aussi. Est-ce qu'on fait un lien
Avec les hormones et le cancer de prostate? Non. D'ailleurs, les hommes qui ont un cancer de prostate ont même accès à de la testostérone maintenant. Donc, il y a quand même un gros souci. Et donc, je dis, écoutez, madame, si vraiment le traitement hormonal, il avait un impact majeur sur ce cancer du sein, comme on a diminué de 80% les prescriptions, on devrait avoir une petite inflexion. Ne serait-ce qu'une petite inflexion, mais rien. Il y a même au début, quand on a vraiment arrêté de prescrire rapidement, on n'a pas eu d'inflexion. Donc, le cancer du sein, il augmente en fréquence pour toutes les raisons que je vous ai données. L'âge tardif, le fait qu'on ait une espérance de vie plus longue, bah évidemment, le premier facteur de risque de cancer, c'est quoi? C'est l'âge. Évidemment, donc quand une femme fait un cancer du sein à 77 ans, on la compte, c'est sûr. Donc, la fréquence, elle augmente du fait de l'absence d'activité physique, du surpoids, de l'alcool, du tabac, du fait que les femmes font moins d'enfants et plus tard. Tout ça, ce sont des facteurs de risque qui expliquent cette augmentation de cancers hormonodépendants. Et en plus, on sait que tous les cancers hormonodépendants augmentent. Cancer de thyroïde, par exemple, ça augmente. Ça, c'est sans doute notre mode de vie, l'alimentation, les perturbateurs endocriniens et ainsi de suite. Mais arrêtons de faire ce lien entre traitement hormonal et cancer du sein. Ça ne tient pas debout. Même si l'étude américaine a montré la petite augmentation de 1,3, d'ailleurs, nous n'utilisons pas les mêmes molécules. On n'utilise pas d'œstrogéniquin, on n'utilise pas de progestatif de synthèse. On utilise des molécules que les ovaires sécrètent. Est-ce qu'on fait une annexectomie à toutes les femmes pour éviter qu'elles aient un cancer du sein? Non. Non, mais il y a des moments, il y a des moments où il faut être un petit peu trash, quoi. Ouais. Alors, pour la petite histoire, j'ai même un ami gynéco qui, dans CFMC, il y a plus de 10 ans encore, disait même, parce que la population des femmes qui ont présenté un cancer du sein et qui ont été traitées, qui en sont soit sont en rémission, soit en sont guéries, sont des femmes qui, si elles ne le sont pas, seront ménopausées et qui sont exposées au même risque. Et lui, ça ne le gênait pas de dire que même après un cancer du sein et même précocement dans le cadre de l'évolution d'un cancer du sein traité surveillé, il n'était pas inopportun de mettre un traitement hormonal substitutif. Voilà, donc ça peut faire débat parce que c'est plus particulier, mais la population... La population, elle est quand même importante et elle n'est pas négligeable, je pense. Je suis d'accord, c'est double peine pour ces femmes, double peine. Absolument. Elles ont le cancer du sein et en plus, elles ont tous les signes de la ménopause, plus les difficultés sexuelles. Donc, c'est pour ça que je suis très contente qu'on ait cette méta-analyse qui prouve qu'on peut très bien utiliser des traitements locaux, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est du traitement hormonal post-cancer du sein, en Angleterre, ils sont en train de faire des études, mais sinon, on a déjà beaucoup de mal à donner un traitement hormonal des femmes qui n'ont pas de cancer. Donc, on est loin en France d'envisager ça. Ça existe, hein, ça se dit quand même. Troisième chose, je voulais témoigner quand même d'un cas qui m'est très proche, de femmes chez qui il a fallu se battre pour réintroduire un traitement hormonal qui était refusé au prétexte d'hypertension artérielle, alors qu'il y avait des dégâts muqueux urogénitaux importants et des infections urinaires à répétition devenant invalidantes et dangereuses. Donc voilà, j'apporte du grain au moulin pour dire qu'effectivement, tout ce domaine-là est quand même hyper important et souvent très méconnu. Il a fallu moi-même que je me batte pour que les prescripteurs et spécialistes admettent qu'il faille un traitement hormonal pour cette chair et tendre. Alors, je vais quand même modérer un peu. Tout ce qui est symptomatologie génito-urinaire ne nécessite pas un traitement hormonal. Ça nécessite un traitement hormonal local. Bien entendu. D'ailleurs, les femmes à qui on donne un traitement aujourd'hui, on essaie toujours de trouver la dose minimale efficace. Donc, on a des femmes qui ont des dosages qui sont très bas, qui vont très bien, qui ont quand même un traitement hormonal, mais pas très élevé. Et on a des femmes qui ont régulièrement un traitement hormonal global, du gel, un patch, un comprimé, et qui ont en association un traitement local. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à mettre un traitement local pour avoir une efficacité meilleure sur le plan vulvaire, vaginal et urinaire.
Merci. Justement, sur le sujet de la galénique et un peu en fiche pratique, quelle est la forme? Toi, tu parles donc d'application cutanée aux muqueuses, mais à adapter selon la symptomatologie des Alors, femmes? non, 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 non. Attends, ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du traitement de ménopause ou est-ce qu'on parle du syndrome génito-urinaire? Plutôt de ménopause en général. Alors, le traitement de la ménopause, en France, on est très voie transdermique. On utilise essentiellement des patchs et des gels. Pourquoi? Parce qu'on sait que les œstrogènes par voie orale, ça augmente le risque de thrombose. Et que le risque de thrombose, il augmente avec l'âge. Donc, c'est vrai que dans les pays qui nous entourent, on n'est pas autant voie transdermique, on est voie orale. Hein. On utilise des traitements, pour ne pas le nommer, le Clémaston par exemple, ce qu'on utilise moins en France. Il y a des femmes qui, à 50 ans, elles ont pris la pilule longtemps, elles disent mais moi, je ne veux pas mettre de gel, je ne veux pas de patch, je voudrais des comprimés. Si elle n'a pas de facteur de risque particulier, on donnera des comprimés. Par contre, on est assez soucieux, après 60 ans, de ne pas prendre le risque de thrombose, puisqu'on sait que la thrombose augmente avec l'âge. Donc, après 60 ans, toutes les femmes, elles sont sous gel ou patch. Mais il est vrai que quand on parle du traitement à la française, c'est du gel associé soit à de la dihydrogestérone, soit de la progestérone. Il n'y a plus aucun progestatif de synthèse qui est associé en France depuis 2002. Le Luthéran, le Luténil, la colprone, tous ces traitements qu'on utilisait avant 2000, en ménopause, ils ne sont plus utilisés. En France, c'est soit de la dihydrogestérone, soit de la progestérone. Et c'est les gels, donc les gels, il n'y en a pas 36, hein, c'est Eustrodose, Estreva, et les patchs, en sachant que les patchs ont diminué en fréquence. Hein, il y a beaucoup de patchs qui ont été retirés du marché, mais il en reste encore, heureusement. Très clair. Et donc, par exemple, la voie transdermique, vous pouvez l'utiliser chez une femme qui a un antécédent de phlébite. Ce que vous ne pouvez pas faire avec la voie orale. Ça marche. Bah, écoute, je n'ai pas d'autres questions dans le chat. Donc, je pense qu'on a abordé vraiment de manière assez générale toute cette prise en charge. C'était passionnant. Merci beaucoup pour ton intervention. Je pense qu'en effet, le combat et le chemin est encore long pour changer les mentalités. Mais c'est par ce type d'action qu'on va Non, mais peut-être là, moi, petit à petit y arriver. je vais faire un sondage. Est-ce que vous pouvez répondre? Est-ce que vous êtes plus à l'aise là avec le traitement hormonal ou pas? Est-ce que c'est encore flou? Est-ce que vous êtes toujours anti-traitement? Et surtout, est-ce que vous pouvez vraiment aller voir les recommandations pour la pratique clinique de 2021? C'est vraiment très intéressant d'y aller pour voir justement toute la bibliographie qui a été revue et qui permet de rassurer. Ouais, on va mettre à dispo les diapos et les sources que tu proposes pour que les médecins puissent facilement y accéder. Après, bon, moi, j'utilise Omena parce que dans la consultation, je vais donner toutes ces informations sur l'activité physique, l'alimentation, tout ça, mais je ne vais pas accompagner, je ne vais pas coacher. Et je sais bien que l'information ne suffit pas. Donc, il y a des femmes qui disent, bah oui, moi, je sais comment faire. Mais sinon, l'application Omena peut être vraiment très utile. D'abord, au niveau de l'information aussi. Il y a quand même pas mal de petites vidéos d'information pour les femmes parce que c'est long, hein, cette consultation où il faut parler de tout, c'est difficile. Donc, on peut donner des grandes lignes et puis éventuellement les envoyer sur l'application parce que c'est vraiment à la fois ludique et très instructif. Merci. Super. Eh ben, écoute, si ça te va, on peut mettre fin au webinaire et puis prendre les quelques minutes qui nous restent pour aller manger pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire. Et puis se lever, je me Oui, lève. il est temps. Je vous souhaite je vous remercie hein, d'avoir été là et puis je reste à votre disposition si nécessaire, si vous voulez faire quelque chose de plus technique sur le traitement hormonal, parce que là, c'était quand même un aperçu de la ménopause et des femmes dans cette tranche d'âge. Mais sinon, n'hésitez pas si vous voulez quelque chose de plus précis sur le plan de traitement. D'accord? Ouais, on peut envisager des recommandations ou des fiches conseils patients. C'est ce qu'on met souvent à disposition, ouais, carrément. Bravo pour ton intervention. Merci à vous. Fabuleux. Merci. Bonne journée, à Au bientôt. revoir. Au revoir.